Bienvenue sur Pôle Actu. Spill the Politics. Croyez-vous aux esprits, aux créatures qui rôdent dans les forêts, qui se cachent dans les montagnes ou qui veillent sur les villages? En Corée, ces êtres mystérieux ne sont pas seulement des légendes, ils sont une partie vivante de la culture, un lien entre les humains, la nature et l'invisible. Depuis des siècles, on raconte leurs histoires pour transmettre la mémoire d'un peuple, pour expliquer le monde et peut-être même encore pour ne jamais se sentir seul. Et hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Pôle Actu Spill the Politics. Aujourd'hui, on se retrouve pour un voyage un peu particulier puisqu'on va plonger ensemble dans le folklore coréen. Derrière ce mot, il y a tout un univers, des mythes fondateurs qui racontent la naissance de la Corée, des récits d'aventures héroïques, des esprits protecteurs ou vengeurs et des créatures fantastiques qui peuplent montagnes et rivières. À travers ces histoires, on découvre non seulement des croyances anciennes, mais aussi une autre façon de regarder le monde où le visible et l'invisible se mélangent. Dans cet épisode, je vous propose donc de partir à la découverte de ces légendes et de ces esprits pour mieux comprendre ce qui fait la richesse et la magie du folklore coréen. On va ainsi se demander comment le folklore coréen, entre légendes et esprits, a-t-il façonné l'imaginaire coréen traditionnel. Dans un premier temps, donc, on va, pour débuter, je vous propose de plonger dans cet univers fascinant des légendes coréennes. Ces récits qui sont transmis de génération en génération ne sont pas de simples histoires. Ils expliquent l'origine du monde, transmettent des valeurs et vont donc nous aider à comprendre l'âme d'un peuple. Nous verrons ainsi, dans cette première partie, 3 des nombreuses légendes qui constituent le folklore coréen. Tout d'abord, le mythe de Dangun est le mythe fondateur de la Corée. Tout débute il y a plus de 4300 ans, à une époque où le ciel et la terre étaient encore considérés comme intimement liés. Hwanyin, dieu du ciel, permit à son fils Hwanyang de descendre dans le monde des mortels pour aider les gens. Il accepta cette requête en lui offrant 3 présents, le vent, la pluie et les nuages, 3 éléments essentiels pour l'agriculture notamment. Hwanyang descendit alors avec ses 3 cadeaux ainsi que des serviteurs. Il s'installa dans la montagne de Taebaek et aida les gens qui l'entouraient dans son royaume. Un jour, un ours et un tigre vinrent le voir et firent la requête de devenir des humains. Hwanyang, qui avait pour objectif d'aider les autres, accepta cette requête et leur donna de l'armoise, une espèce d'herbacée, et 20 gousses d'ail, en leur disant « Mangez-les dans une grotte sans voir le jour et sans sortir, et au bout du 100e jour, vous vous transformerez ainsi en humain. » Néanmoins, le tigre ne put supporter de rester dans cette grotte. Il la quitta au bout du 20e jour. Ainsi, l'ours qui avait résisté devint une femme au bout du 21e jour, et elle se nomma Hunyo, qui veut littéralement dire femme ours. Suite à cette transformation, elle pria tous les jours près de l'arbre où se trouvait Hwanyang. Ce qu'elle voulait, c'était épouser un homme et avoir un enfant. Ainsi, Hwanyang se transforma en homme et la prit pour épouse, et tous deux eurent un enfant du nom de Dangun, qui fonda le royaume de Gojoseon en 2333 avant Jésus-Christ. Il fonda ainsi la Corée et régna sur ce royaume avant de se retirer dans les montagnes. Aujourd'hui, chaque année, le 3 octobre, les Coréens fêtent la naissance de la Corée, qu'on pourrait traduire en français par la fête de l'ouverture du ciel. Ensuite, on va retrouver de nombreuses légendes historiques et des récits d'aventures en Corée. Parmi certaines d'entre elles, des figures sont devenues de véritables symboles d'identité et de courage. On peut parler de la légende de Jumong. Jumong est le fils de Haemosu, dieu du soleil, et de Hwa, la fille de Abaek, le dieu du fleuve Yalu. Un jour, alors qu'elle se baignait, Hwa fut surprise par Haemosu et se maria avec lui sans la permission de son père. Cependant, Haemosu repartit dans les cieux, laissant Hwa seule, puisqu'elle finit par être chassée par son propre père. Elle trouva alors refuge auprès du roi de Dongpuyeo. Un jour, un rayon de soleil vint illuminer Hwa, qui tomba alors enceinte. 9 mois plus tard, elle donna naissance à un œuf, croyant à un mauvais présage. Le roi tenta de s'en débarrasser sans succès. Finalement, au bout de 9 mois, un enfant était né. Il s'agissait de Jumong. Dès son plus jeune âge, il montra des talents extraordinaires pour le tir à l'arc, et d'ailleurs son nom signifie littéralement « habile à l'arc ». En grandissant, son talent, il éveilla la jalousie des fils du roi, qui convainquirent en fait ce dernier de se débarrasser de lui. Ne pouvant le tuer directement, le roi l'envoya travailler aux écuries. Insatisfait de cette situation, Jumong il décida de s'enfuir. Grâce à un stratagème de sa mère Hwa, le roi lui offrit son meilleur cheval. Jumong quitta alors le royaume de Dongpuyeo en compagnie de ses 3 plus fidèles amis.
Le roi il lança alors une armée à leur poursuite et malgré leur avance, Jomang et ses compagnons se retrouvèrent bloqués devant une large rivière. Jomang il invoqua alors l'aide des dieux des rivières. Les poissons et les tortues s'engloutinèrent pour former un pont vivant, permettant à Jomang et aux siens de traverser. Mais dès que les soldats ils tentèrent à leur tour de passer, en fait le pont vivant il se dispersa, entraînant les soldats dans les profondeurs. De l'autre côté de la rivière, Jomang il découvrit alors une terre qui était fertile, où il fonda son royaume, le Koguryo, vers 37 avant Jésus-Christ. Il atteignit alors Jolbon, au nord-est de la Corée actuelle, unifia plusieurs clans et épousa Soseono, qui l'aida à établir et consolider son royaume. Plus tard, il transmit le trône à son fils Yuri. Jomang il incarne l'archer divin, l'homme juste et courageux, fondateur d'une dynastie qui est puissante et qui va durer plus de 600 ans. Aujourd'hui encore, il est vénéré et il reste une figure emblématique de la Corée. Il est connu sous le nom du roi brillant et on retrouve par ailleurs un temple chamaïque qui lui est dédié en son honneur. On retrouve bien d'autres légendes et de personnages qui viennent nourrir l'imaginaire collectif coréen, et donc tous ces récits ils vont jouer un rôle essentiel dans la construction de l'histoire nationale, tout en inspirant les générations futures par leurs exploits et leurs valeurs. Enfin, on retrouve dans le folklore coréen des légendes cosmogoniques, c'est-à-dire des récits mythologiques qui vont expliquer ou qui vont décrire la création du monde. Ainsi, pour terminer sur cette présentation de 3 légendes coréennes, nous allons aborder celle de l'apparition des astres de la lune et du soleil. Donc dans des temps très anciens, on a une paysanne qui vendait des gâteaux de riz dans différents villages pour pouvoir vivre avec ses enfants qui se nommaient Aesik, le grand frère, qu'on pourrait qualifier de plus sage et réfléchi que sa sœur cadette Dalsun, qui elle était la plus altruiste des deux et qui de ce fait était un peu naïve. Un jour, la mère des enfants, elle part, comme à son habitude, pour aller vendre ses petits gâteaux de riz dans le village voisin. Et donc pour y parvenir, en fait, elle devait passer par différentes collines. Et donc avant de partir, elle ordonna à ses enfants de ne jamais ouvrir la porte à des inconnus en son absence. Bon, ça vous me direz, normal, toutes les mères le font. Sur le chemin du retour, elle rencontre sur l'une des collines un tigre qui lui demande un gâteau de riz pour qu'elle puisse continuer son chemin. Et à chaque nouvelle colline, il lui demanda de lui offrir le double de gâteau de riz. Finalement, en fait, quand la mère elle n'eut plus assez de gâteaux à lui offrir, elle pria pour avoir la vie sauve. Elle le supplie en lui avouant qu'elle était veuve et qu'elle avait 2 enfants. C'est alors que le tigre, il dévora la mère, il prit tous ses vêtements pour se déguiser et il se dirige vers la maison où étaient Aesik et Dalsun. Une fois la nuit tombée, quand les enfants ils commencèrent à s'inquiéter, ils entendirent une voix dehors. Et Aesik il vérifia immédiatement si la ferme elle était bien fermée pour ne pas laisser entrer cette personne qui semblait être un inconnu. Dalsun quant à elle, elle pensait qu'il s'agissait de sa mère. Et c'est alors que le tigre leur demanda d'ouvrir la porte. Le grand frère, qui était toujours méfiant et qui croyait pas sa sœur, il lui demande je veux une preuve. Et donc le tigre, il utilisa la poudre de riz qui se trouvait en fait dans le fond du sac de la mère pour teinter poudre de riz des gâteaux. Et en fait, il montra sa main aux enfants par le trou de la porte pour leur prouver qu'en fait, c'était bien leur mère, quoi. Et Dalsun, elle était convaincue par ça, elle ouvrit la porte et les 2 enfants, à la vue du tigre, ils s'enfuirent dans le jardin et grimpèrent un arbre. Enragé par cette action et aussi car il ne pouvait pas grimper, le tigre il va utiliser une hache pour faire tomber l'arbre et ainsi dévorer les enfants. Dalsun, comme on a pu le dire précédemment, c'était quelqu'un d'extrêmement altruiste et qui avait un cœur pur. Elle pria alors les cieux de leur envoyer une corde pour pouvoir s'échapper avec son frère aîné. Et effectivement, on a une solide corde qui leur permit à tous deux de grimper jusqu'au ciel. Et en voyant que le ciel il avait répondu en fait à cette demande-là de la petite fille, le tigre il se mit à son tour à prier le ciel pour obtenir une corde. Néanmoins, celle qu'il reçut, elle était tellement pourrie en fait que le tigre il a juste chuté dans un champ de millet. Donc vraiment ça n'a servi à strictement rien. Et finalement, dans le ciel, Aesik devint le soleil et Dalsun la lune. Et on raconte parfois, ça dépend des versions de cette légende, que en fait les 2 frères et sœurs donc ont inversé les rôles, car la plus jeune elle était terrifiée par le noir et son frère aurait voulu la protéger, et donc Aesik serait devenue la lune et Dalsun le soleil, pour justement pouvoir la protéger. Et donc on retrouve dans le personnage de Aesik et donc dans le soleil des symboles de courage et de protection. Tandis que pour Dalsun, qui est donc représenté comme étant la lune ici, on retrouve cette douceur-là, cette crainte-là, mais aussi cette recherche de réconfort. Voilà, maintenant qu'on a terminé sur nos
3 légendes du folklore coréen, on peut parler des esprits. Dans cette seconde partie, on va parler des différents esprits et créatures de ce folklore. Donc d'abord, on va retrouver de nombreux esprits des défunts et des gardiens de l'au-delà. Les Guisin, par exemple, prennent vie grâce à l'âme d'un défunt, souvent d'une femme décédée tragiquement ou avec un regret non accompli dans le monde des vivants. Ces esprits, ils ont parfois été trahis, assassinés ou injustement abandonnés et doivent régler ce qui les tourmente avant de pouvoir trouver le repos. Sinon, elles vont errer éternellement. Et donc, elles sont souvent représentées vêtues d'un hanbok blanc, le vêtement traditionnel du deuil, avec leurs longs cheveux noirs devant le visage. Ces esprits sont ainsi liés aux récits d'horreur traditionnels coréens et leur présence va créer une atmosphère inquiétante et mélancolique. On retrouve aussi les sajas, donc les messagers de l'au-delà. Ils viennent chercher les âmes des morts pour les guider vers l'autre monde. Ils apparaissent sous une forme humaine, vêtus de longues robes noires, portant un gat, un chapeau traditionnel. Leur peau elle est pâle, leurs yeux ils sont enfoncés et ils ne se montrent qu'aux personnes proches de la mort. Lorsqu'ils lisent le nom d'une personne 3 fois, celle-ci meurt. Il est presque impossible d'échapper à un Jaseong Saja. On ne peut ni les soudoyer ni les convaincre. Ceux qui leur résistent deviennent des fantômes rebelles, comme les Harang, une célèbre figure de la tradition coréenne qui refusait de partir afin d'accomplir sa mission sur Terre. Ensuite, on peut parler des différentes créatures magiques et des êtres transformateurs. Les Dokaebi, ou gobelins coréens, naissent d'un objet ancien, usé et abandonné, mais qui a été imprégné par un esprit. Ils sont moqueurs, farceurs, parfois effrayants, mais rarement méchants. Ils aiment piéger les mortels par des illusions ou des tours malicieux. Leur apparence, elles sont souvent burlesques, mêlant des traits d'animaux, des créatures monstrueuses et des humains primitifs. Ils ne suivent donc aucune règle, à part celle qu'ils s'imposent. Et ils vont aussi s'en prendre généralement aux personnes mal intentionnées, tout en apportant chance et fortune aux âmes justes. Dans les histoires populaires, ils sont là pour faire peur aux enfants et faire rire les adultes. Ils possèdent souvent un bâton magique qui va leur permettre de faire apparaître un objet, mais cet objet n'est pas créé à partir de rien. Il est en réalité volé à quelqu'un. Donc si un jour vous perdez un objet que vous êtes pourtant sûr d'avoir posé à côté de vous, il pourrait bien qu'un Dokaebi soit passé par là. On retrouve ensuite le Gumyo, donc c'est une créature qui est bien connue des contes coréens. On raconte qu'un renard qui vit 1000 ans peut se transformer en Gumyo, un esprit démoniaque capable de prendre l'apparence d'une belle jeune femme. Elle utilise sa beauté pour séduire les hommes et leur dévorer le foie ou le cœur. Le Gumyo est donc une créature dangereuse qui aspire l'énergie vitale de ses victimes. Pour cela, elle va se servir d'une perle magique, littéralement une perle de renard. Et donc cette perle, elle va contenir les pouvoirs de la créature. Et lorsqu'elle est donnée à un humain, souvent par un baiser, elle lui transmet connaissance et intelligence, tout en absorbant sa force vitale. Une fois satisfaite, la Gumyo, elle récupère la perle et laisse la victime vider son énergie. Heureusement, on retrouve des Samjoku, qui est un chien à 3 pattes, capable de repérer et de démasquer les Gumyo, même sous leurs formes humaines. Enfin, certaines créatures ou objets traditionnels sont liés à la protection des lieux et des populations. Ils ne font pas peur, mais rassurent. Les Aetae, c'est un animal issu de la mythologie coréenne. Il ressemble à un lion, parfois recouvert d'écailles, et sur certaines représentations, il possède une corne sur le front. Cet être fantastique, il est connu pour se nourrir du feu et symbolise la justice. Durant la dynastie Joseon, on croyait qu'il pouvait protéger la capitale Anyang, l'ancien nom de Séoul, contre les incendies et les catastrophes naturelles. On le retrouve souvent en statue à l'entrée des palais ou des bâtiments officiels. Le Aetae a aussi le pouvoir de discerner le bien du mal, ce qui fait un symbole de droiture et d'équité. Il avale les flammes et empêche les mauvais esprits d'entrer, ce qui était essentiel à une époque où les villes étaient principalement construites en bois. Autre figure importante du folklore rural, c'est les Jangseong. Ce sont des grands totems en bois ou en pierre plantés à l'entrée des villages ou sur les chemins. Ils ont des visages sculptés souvent souriants ou effrayants et représentent des esprits gardiens. Il y a généralement un Jangseong masculin et un féminin. Ensemble, ils forment un couple protecteur qui repousse les démons, les maladies et veille sur les récoltes. Les villageois leur faisaient des offrandes, leur parlaient comme des dieux tutélaires et les respectaient profondément. En plus de leur fonction spirituelle, les Jangseong marquent aussi la frontière sacrée du village entre le monde humain et l'invisible.
Voilà, on arrive à la fin de notre épisode sur le folklore coréen entre créatures magiques, esprits vengeurs et gardiens célestes. Ce qu'on peut retenir, c'est que ce folklore, il est profondément lié à la culture, à la nature, mais aussi à la vie quotidienne. Il n'est jamais là pour faire simplement peur ou faire rêver. Il sert à expliquer, protéger, à avertir ou même guider. Et même aujourd'hui, on continue de retrouver ces figures-là dans la pop culture, dans les séries, les dramas ou encore les webtoons. Par exemple, dans K-pop Demon Hunter sur Netflix, on retrouve Derpy, ce petit tigre bleu céleste, aussi maladroit mais aussi attachant d'ailleurs dans certaines scènes, qui vient incarner à sa manière un gardien spirituel. À la fois protecteur et symbole de force tranquille, il est une belle réinterprétation moderne des grands esprits célestes coréens. On espère que cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et surtout à vous abonner sur Instagram, TikTok, YouTube, Spotify et on se retrouve à la semaine prochaine, comme d'habitude dimanche à 18h pour un tout nouvel épisode avec Paul Actu, Spill the Politics.